Michel Guibal, cet homme au regard vide et fuyant, n'a pas l'allure d'un assassin. Et pourtant, il a immolé par le feu une mère de famille de 42 ans, un soir, sur le palier de son appartement, à Perpignan, sous le regard de ses enfants. Un crime gratuit, sans véritable mobile, un crime parce qu'elle était heureuse et que lui ne l'était pas. Les seules raisons de ce drame atroce, on les trouve dans les boules de cristal d'un trio de voyants et de magnétiseurs qui ne savaient pas qu'en recevant cet homme, en l'écoutant, en lui parlant, ils allaient en quelque sorte allumer la mèche, déclencher sa folie. Quoique Guibal ne soit pas fou, il est désespérément normal, mais tellement frustré. Perpignan, 18 mars 91, 18h45. Anne-Marie Roudil rentre chez elle. Elle a son chien en laisse et son sac de course à la main. Elle habite cours Palmerolles, un immeuble flambant neuf, encore en travaux, dans un quartier cossu de la ville. Dans son nouvel appartement, l'attendent ses deux enfants, de 9 et 12 ans. Mais en quelques secondes, la vie de toute une famille bascule. On a entendu des appels au secours, des cris stridents. C'était ma mère qui criait, mais on ne l'a pas réalisé à ce moment-là. Et là, je me vois donc aller jusqu'à la porte, ouvrir la porte. Et puis voir ma mère brûler vive. Donc j'ai d'abord pris un vase dans le hall que j'ai essayé de remplir d'eau. Puis j'ai vu que ça servait à rien et donc j'ai pris un tapis sur le sol pour essayer d'étouffer les flammes. On a essayé plusieurs choses avec ma sœur. Il se trouve qu'un cabinet médical vient d'ouvrir à l'étage en dessous. Quand il entend les cris, le médecin, le docteur Gautis, se précipite vers l'escalier. Il monte les marches 4 à 4. Il y avait une fumée très épaisse, très compacte, irrespirable. Là, j'ai vu une dame dans l'obscurité qui était immobile, comme figée. Son visage était tout noir, ses cheveux avaient brûlé et même elle avait des flammes qui provenaient de son blouson. Il y avait des enfants qui étaient à l'intérieur de l'appartement, qui hurlaient, le chien qui aboyait. Et je lui ai posé la question, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je suis Madame Roudil. Et j'ai compris que je la gênais en lui posant cette question, parce que pour elle, bien sûr, c'était évident. Et elle me dit, voilà, il y a, quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, quelqu'un m'a aspergé d'essence et a mis le feu. Je lui ai dit, vous le connaissez? Elle m'a dit, non, pas du tout. Au même moment, au rez-de-chaussée, Aline, une patiente du docteur Gautis, n'arrive pas à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble, encore en travaux. La porte est fermée et je regarde autour de moi, je vois le digicode, mais là je m'aperçois bien que le digicode n'est pas branché. Je regarde, il y a des grandes planches de bois, là je ne peux pas passer. Je me recule légèrement. Là je vois un homme dans le local. Et à ce moment-là j'entends des hurlements. Mais vraiment des hurlements terribles, de femmes. Alors je me recule et je vais voir au-dessus si je vois quelque chose à la fenêtre. Je ne vois rien. Et à ce moment-là, je vois l'homme que j'avais vu auparavant, donc, revenir. Je me ravance. L'homme commence à me faire signe pour essayer d'ouvrir la porte. Alors je lui demande de baisser la poignée. Il me fait signe qu'il a beau essayer, il n'y arrive pas. Moi, de mon côté, je regarde le digicode, mais je lui fais comprendre que le digicode ne fonctionne pas. Et donc, ça a duré quelques minutes. Et tout le temps où ça a duré, on entendait les hurlements de cette femme. À ce moment-là, Monsieur Roudil arrive et me demande ce qui se passe.
Docteur Roudil, vous êtes le mari de la victime. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'arrive vers 18h30 et là, une patiente du docteur Gotis attend pour rentrer dans l'immeuble pour consulter. Les portes sont fermées. J'ouvre la porte. Un homme, aux yeux bleus, très calme, sort. Je rentre dans le hall de l'immeuble. Je perçois des cris aigus et une odeur de cendre. Je me précipite au 3e étage. Et là, je vois un spectacle horrible. Mon épouse vient d'être agressée. Ça se présente comment lorsque vous poussez la porte du palier du 3e étage? D'abord, il y a de la fumée dans tout l'appartement. Les murs sont noircis, les plafonds, les portes, les fenêtres. Mon épouse est toute noire. Je me rappelle son visage. Vous la reconnaissez tout de suite? Difficilement. Elle a le visage noirci. Elle a plus de cheveux. Les derniers brûlent. Elle vous parle? Elle vous reconnaît? Oui, et je pense qu'elle ne me voit pas, parce qu'elle tendait les bras en avant et elle reconnaît ma voix. Et alors elle me dit des paroles vraiment pathétiques. Elle me dit j'ai mal, je souffre. Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que je ne vais pas être défiguré? Et surtout, alors, elle me dit des paroles que je me souviendrai tout le temps. Elle me dit occupe-toi des enfants. Elle me dit prends soin d'eux. Mais vous, immédiatement, vous allez voir vos enfants. Ils sont dans l'appartement à côté. Ils sont dans l'appartement à côté parce que déjà, il y a eu les voisins, enfin, le médecin, le docteur Gotis, sa secrétaire, et des personnes qui sont venues pour prêter main forte à mon fils. Parce qu'il faut savoir que mon fils, disons, il a été le premier. Et il voyait sa maman qui était une torche vivante. Dans l'affolement général, Aline, la patiente du docteur Gotis, reste seule avec la victime, debout, figée sur les lieux du drame. J'ai commencé à la déshabiller parce que je ne pouvais pas la laisser avec ses vêtements qui étaient en train de finir de se consumer. Au niveau du visage, elle avait les paupières qui avaient fondu, les oreilles avaient fondu, les cheveux étaient complètement carbonisés. On avait du mal à respirer. Je lui ai dit, écoutez, on étouffe toutes les deux. Je lui ai dit, moi je peux plus respirer, vous non plus. Je lui ai dit, je vais vous emmener ailleurs. Et puis à partir de ce moment-là, elle m'a dit, mon sac, ou le sac. Parce qu'en fin de compte, je ne me rappelle pas si c'était mon sac ou le sac. Je me suis tournée, et contre le mur, si vous voulez, à côté de la porte qui donne sur l'entrée du palier, j'ai vu un sac orange plastique. Dans la mesure où elle m'avait parlé d'un sac, j'ai pris ce sac. Le sac orange à la main, Aline entreprend alors de descendre la victime dans le cabinet du docteur Gotis par l'escalier. Je l'ai amenée jusque dans la salle d'échographie. Je l'ai posée sur la table où on place les dames pour les échographies. J'ai posé le sac par terre et puis bon, le sac, je m'en suis plus occupée. Ça a été terminé. Au départ, elle allait bien. Et puis, plus le temps passait, plus on voyait qu'elle devenait grise et choquée, comme on dit en médecine. La peau commençait à devenir comme du carton. Ça commençait à craqueler, donc elle souffrait énormément. Donc je l'ai mis dans du froid pour essayer de la soulager. Mais très vite, la situation devient plus inquiétante. Dans les minutes qui ont suivi, elle a commencé à avoir une gêne respiratoire. Et là, elle a été inquiète sur sa vie. Elle m'a posé la question, je m'en souviens très bien. Est-ce que je vais mourir? Je lui ai dit non. Il semble que vous ayez des brûlures, mais bon, du visage. Le SAMU arrive et la conduit immédiatement vers les urgences de l'hôpital de Perpignan. Mais le feu est en train de la dévorer de l'intérieur. Comment est-ce que ça se passe à l'hôpital pour Anne-Marie, votre femme? Elle était atteinte de brûlures du 3e degré sur 40% de la surface corporelle. Et ces brûlures du 3e degré entraînent en médecine les douleurs les plus intenses qui soient. Alors, je sais que ces dernières paroles, alors vraiment ces toutes dernières paroles au médecin anesthésiste, au médecin du SAMU, ça a été de l'oxygène, de grâce, de l'oxygène. Parce qu'elle était en état d'asphyxie, elle est morte en état d'asphyxie aiguë en raison des brûlures au niveau de la gorge et des poumons. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle a été consciente jusqu'à sa mort, parce que le cerveau, il est protégé par la boîte crânienne osseuse. Donc, elle a pu parler, elle a pu entendre, elle a pu sentir, elle a pu... je crois qu'elle a vécu son agonie jusqu'à la fin. J'imagine qu'assez vite, la question du pourquoi vous traverse la tête. Enfin, qui a pu faire ça et pourquoi? Bien sûr.
C'est vraiment, c'est quelque chose qui vous arrive et on ne sait pas d'où ça vient. Sur place, le soir même, l'enquête commence. La police puis le procureur arrivent pour les premières constatations. Il ne restait pas grand-chose, hein, que ces traces du sol jusqu'au plafond, les vêtements de la victime que moi je vois sur le palier. Il y a encore cette odeur de fumée qui est très âcre, très persistante, quoi, qui est même insupportable, je dirais. Aucun indice, donc, sur le lieu du crime. Aucun, hormis ce sac plastique retrouvé sur le palier. Mes collègues donc me disent qu'ils ont récupéré entre autres un sac, une pochette de couleur orange, que je vois entre les mains d'un de mes collègues d'ailleurs. Et dans ce sac, ils me font voir un couvercle de peinture, qui semble être celui d'une boîte de peinture, une fiole de whisky vide, et puis c'est tout. Tous les témoins du drame sont interrogés le soir même, pendant de longues heures. Et ces interrogatoires s'avèrent extrêmement précieux. Le substitut procureur qui a commencé à m'interroger, et là j'ai réellement réalisé, à ce moment-là, que l'homme que j'avais vu en bas, et avec qui j'avais conversé, plus ou moins, disons, surtout par geste, était certainement l'homme qui avait commis ce geste irréparable. Je dis, mais alors je l'ai vu, cet homme-là. Je me souvenais surtout de son vêtement de travail, de ce tissu rouge qu'il avait sous le bras, des cheveux courts, et ça je le leur ai dit de suite. Aline précise encore que l'homme avait le regard froid et les yeux bleus. Au même moment, une patrouille de police restée sur place appelle le commissariat de police. On me dit, nous avons interpellé un jeune homme entre le 2e et le 3e étage de cet immeuble. Pour nous, ça semblait curieux, et d'autant plus curieux que ce jeune homme était couvert de traces de suie, comme on a pu le constater à l'étage, quoi. Le jeune homme est alors ramené en pleine nuit au commissariat pour interrogatoire. Le jeune homme paraissait incohérent dans ses propos, donc on est obligé de le suspecter, bien entendu, et le placer en garde à vue. C'était le suspect idéal. Le lendemain, la presse régionale s'empare du fait divers et s'étonne de la sauvagerie du geste, du jamais vu à Perpignan. Journalistes et lecteurs, tous, se posent la même question. Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment peut-on brûler, immoler quelqu'un comme ça? Il y a eu un petit état de panique, mais surtout dans ce côté, il y avait de l'effroi. Tous les gens de la région se disaient, mais c'est horrible, une femme qui brûle comme ça dans un ascenseur, en plus sous les yeux de ses enfants. Et donc tout le monde était choqué et se posait des questions. Au commissariat, les auditions des témoins reprennent. Gérard Roudil, le mari de la victime, et même son fils de 12 ans, Jean-Philippe, sont interrogés. Car le garçon se souvient avoir vu un homme sur le palier quand il a ouvert la porte. La silhouette dont je me suis rappelé, c'était un flash. Quelqu'un qui nous a regardé pendant quelques secondes et qui ensuite est parti. Là, ce qui était intéressant, en même temps, c'est qu'il avait vu l'auteur, on peut dire, du crime. Et il l'a décrit d'une façon, la même façon que les autres témoins, la même façon que son père. C'est-à-dire? Un homme mince, de taille moyenne, et qui a des yeux bleus. Les policiers sont donc sur la piste d'un homme aux yeux bleus. Or, il se trouve que le jeune homme arrêté la veille a justement les yeux bleus. Il est décidé de le présenter à tous les témoins derrière une glace sans teint. On appelle ça un tapissage. Et j'avoue que là, j'ai eu un doute et je leur ai dit oui, peut-être que c'est lui. J'avais reconnu quelqu'un, mais avec toutes les précautions qu'il fallait prendre, hein, parce que je ne pouvais pas engager la culpabilité de quelqu'un juste sur mon témoignage, ça c'est sûr. Ça n'est pas formel.
Alors ça commence à effriter un petit peu nos soupçons, et petit à petit on arrive quand même à comprendre qu'il n'a rien à voir dans l'histoire. Fausse piste, le jeune homme est libéré. Faute de mieux, les policiers s'accrochent à une piste, la vengeance. La vengeance préméditée, puisque le meurtrier a attendu sa victime sur le palier de son appartement. Ça veut dire qu'il connaissait Madame Roudil ou son mari et qu'il savait où ils habitaient. Logiquement, donc, la police s'intéresse à l'entourage de la famille Roudil. Voisins, amis, commerçants, tout le monde est interrogé. On essaie de savoir si Madame Roudil aurait pu avoir un amant ou avoir des problèmes avec des commerçants. Tout le monde s'accorde à dire que c'est des gens parfaits, qui n'ont jamais attiré l'attention défavorablement, j'oserais dire. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu gêné d'avoir à fouiller comme ça dans son passé, quoi. Mais enfin, on est dans l'obligation de le faire. Le passé d'Anne-Marie Roudil, née d'Elcan en 1949. C'est d'abord une enfance et une adolescence heureuse dans cette maison bourgeoise de Béziers. Études littéraires pour devenir professeur de français. Jusqu'à ce qu'en 1975, elle tombe amoureuse du docteur Gérard Roudil, gynécologue. Ils se marient, ont 2 enfants, Jean-Philippe, puis Florence. Depuis 1989, date à laquelle son mari a été nommé chef de service à Perpignan, elle ne travaillait plus et s'occupait de ses enfants. C'est une femme très très gaie, très très joyeuse, qui dans un sens un petit peu différent de moi, vraiment très expansive, qui aimait la vie. C'était en plus une femme qui avait la foi catholique chevillée au corps et qui, contrairement à beaucoup, la mettait en pratique. C'est-à-dire qu'elle rayonnait. Et tous les gens qui l'ont connue ont eu le sentiment qu'on avait finalement tué quelqu'un d'exceptionnel. Les enquêteurs ont beau chercher, le passé d'Anne-Marie Roudil n'ouvre aucune piste. Ils s'intéressent donc assez naturellement à la vie de son mari, le docteur Gérard Roudil. Lui, il était médecin, gynécologue, connu, et on se disait peut-être qu'il a fait une bêtise et qu'on se venge. On se rend à l'hôpital, on demande s'il n'a pas eu de problème avec des patientes. J'envoie des collègues à Rodez même. Et là-bas, on n'a rien trouvé de particulier, puisqu'au contraire, le docteur Roudil était un homme qui était très apprécié. À l'hôpital de Perpignan, comme à celui de Rodez, tout le monde leur dit la même chose. Le docteur Roudil est un médecin compétent, aimé de ses collaborateurs comme de ses patientes. À son tour, la piste de la vengeance médicale s'éloigne. Alors qui pouvait bien en vouloir à cette femme et à cette famille idéale? Je me pose la question, je me dis qu'il doit se passer quelque chose et que ça ne doit pas être aussi lisse qu'il n'y paraît, parce que forcément, si quelqu'un en a voulu à ce point, Anne-Marie Roudil, il a dû se passer quelque chose. Il y a un secret quelque part. Et ce secret, personne n'y a accès. 3 jours seulement après le drame, l'enquête piétine déjà. Pas de mobile, plus de pistes. Alors autant exploiter les rares indices. Par exemple, cette flasque de whisky récupérée dans un sac plastique orange sur les lieux du crime. Cette fiole, passée à la poudre noire, révèle une empreinte de pouce, fraîche et bien nette. Mais l'empreinte digitale ne correspondait à personne. Je veux dire, la personne qui avait laissé cette empreinte était inconnue du vigier. Alors les policiers se tournent une fois encore vers les témoins, ceux qui ont vu l'homme aux yeux bleus. Aline surtout, qui a discuté avec lui pendant quelques minutes à travers la porte d'entrée de l'immeuble. Il lui est demandé d'aider à établir un portrait robot. J'ai essayé en tout cas, parce qu'on m'a fait faire un portrait robot, on m'a montré des visages. Le problème c'est qu'on vous en montre tellement qu'arrive un moment où vous ne savez plus. Et puis on m'a interrogé de nombreuses heures. Donc j'étais un peu fatiguée, je commençais à fatiguer, et donc à la fin j'avais du mal à dire comment il était. Le portrait est diffusé dans la presse, assorti d'un appel à témoins. Sans succès.
l'enquête est au point mort. Aux grandes dames des enquêteurs, confrontés tous les jours à la douleur de Jean-Philippe, ce garçon de 12 ans qui a tout tenté avec sa sœur pour sauver sa mère. Ben, ce qui vous frappe, c'est l'horreur qu'il y avait dans ses yeux. Et ces mots qui n'arrivaient pas à sortir. C'est pour ça que le psychologue était là. Mais cet enfant qui vous dit, monsieur, faites tout pour retrouver l'assassin. Et on lui a promis de le retrouver. Regardez dans les yeux, pour bien qu'ils comprennent qu'on allait tout faire et qu'on allait le retrouver. Ils en avaient la certitude. Mais pas vous. Non, pas moi. Et moi, à ma conscience de l'indépendant, j'ai pensé que cette affaire ne serait jamais élucidée. C'était le crime parfait. Le 21 mars, 4 jours après le drame, la juge d'instruction Danielle Brault est saisie de l'affaire. Danielle Brault, vous êtes la juge d'instruction qui est chargée de cette affaire douloureuse. Lorsque vous prenez le dossier, vous décidez de revoir tout le monde, personnellement. Pourquoi ? J'ai déjà eu une enquête quelque temps auparavant dans laquelle on avait 2 jeunes gens qui avaient brûlé vifs dans une voiture. Et je me suis rendu compte que le fait de voir quelqu'un qui était brûlé vif, ça crée une émotion qui était une émotion absolument terrible. Et que dans ce cas-là, des images se superposaient chez les témoins et qu'il était très difficile d'avoir des témoignages très précis. Et donc il fallait prendre le temps de réécouter les témoins et d'avoir tous les détails de leurs déclarations. Alors je leur demande de refaire les gestes qu'ils ont faits au moment des faits. C'est-à-dire debout dans votre cabinet ? Debout dans mon cabinet. Et c'est ainsi que on a appris l'existence du sac. C'est la personne qui se trouvait tout en bas de l'immeuble. Elle va prendre Madame Roudil dans ses bras et elle fait le geste de quelqu'un qui prend une victime dans ses bras, qui l'enveloppe dans son manteau pour éteindre les flammes. Et pendant qu'elle est en train de faire ce geste-là, elle a un cri, elle dit « Ah, le sac, le sac !» C'est Madame Roudil qui dit ça ? C'est Madame Roudil qui dit ça, et elle se rappelle les paroles de Madame Roudil, elle se les rappelle avec l'intensité avec laquelle Madame Roudil le lui dit. Ce sac, je suppose qu'immédiatement vous dites qu'on me l'amène. Alors je demande aux policiers pourquoi il n'est pas question du sac dans les procès-verbaux. Et les policiers m'expliquent à ce moment-là qu'il n'y avait pas de sac. Alors je leur dis, mais si, on a tous les éléments du sac, il doit y avoir un sac. Après le coup de téléphone de la juge au commissariat, tout le monde se met à la recherche du sac orange. Mais où est donc passé ce fichu sac ? Et d'après ce que je sais, c'est que la femme de ménage, qui fait le ménage dans les locaux de la brigade criminelle, a pris ce sac en plastique. Mais elle me dit, écoutez, monsieur Ayache, si on a de la chance, on risque de le retrouver dans mon placard. Je me suis précipité dans son placard. Le premier sac que je trouve, sur la pile d'autres sacs, effectivement, elle avait plein, ce fameux sac orange. Il faut penser bien que j'ai fait une grosse prière. Et là, le policier découvre stupéfait que ses collègues sont passés à côté d'un indice capital, car un nom est griffonné sur le sac. Sur ce sac, on trouve 2 inscriptions, une en lettres d'imprimerie, avec la mention VET, V-E-T, tout pantalon, pour autant que je m'en souvienne, fabrique de vêtements très certainement, et en dessous, dans le bas du sac, des mentions manuscrites, à compte 100 francs, à l'époque c'était des francs, doigt 139 francs, avec un nom, Guibal. Alors bien entendu, on se demande qui est le fameux Guibal. Dans l'immeuble, il n'y en a aucun. À l'extérieur, dans les voisinages immédiats, on n'en connaît pas. Guibal, c'est peut-être tout simplement le nom d'un ouvrier qui travaille dans l'immeuble puisque le chantier n'est pas terminé. Pour en avoir le cœur net, la juge d'instruction ne lésine pas sur les moyens.
Chez les CRS de Perpignan, elle convoque en même temps les 98 ouvriers qui sont intervenus sur le chantier. Un interrogatoire hors norme. Oui, alors donc, nous les avons tous entendus ici. Et on les a mis à chaque coin. Et on était arrivés avec nos machines à écrire portatives. On était environ, je crois, on était 8 inspecteurs. Et on voulait savoir exactement si un ouvrier avait amené et déposé ce sac orange dans l'escalier. Et aucun ouvrier n'avait vu et n'avait déposé ce sac orange dans les escaliers de l'immeuble. Donc il n'appartenait à personne, c'est ça? Il n'appartenait à personne. On avait la certitude que ce sac orange appartenait au meurtrier. Le meurtrier est-il ce monsieur Guibal, dont le nom est sur le sac? Aurait-il tout simplement signé son acte? Les policiers se rendent chez Vette, une boutique de vêtements professionnels à Montpellier. Et là, une des retoucheuses reconnaît son écriture. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir qui est ce Guibal, elle nous dit « je m'en souviens pas, c'est un client parmi tant d'autres ». Et là, elle nous précise s'il m'a payé, c'est soit par chèque, soit en espèces, et nous donne le numéro de compte de la société Vette, qui était un CCP à Marseille. En l'espace de 2-3 jours, on nous transmet par fax, très difficilement d'ailleurs, la photocopie recto verso du chèque, sur lequel nous lisons le nom d'une société, l'Héraultaise Guibal Service, en résidence à Montpellier. L'Héraultaise Guibal Service, une petite entreprise de nettoyage plutôt florissante, dirigée par un certain Michel Guibal. Le lendemain matin, les policiers se présentent à l'adresse indiquée sur le chèque, à Montpellier. Et sur place, ils tombent sur la famille Guibal. Ils nous disent c'est pas nous qui sommes propriétaires de cette société Héraultaise Guibal Service, c'est notre frère Michel qui n'habite plus avec nous, il habitait dans l'immeuble, il habite maintenant à Castelnau-le-Lay où il a acheté un pavillon. Mais à Castelnau-le-Lay, Guibal n'est pas chez lui. Les policiers vont repartir bredouille quand ils reçoivent un coup de fil des gendarmes. Prévenu par son frère que la police le cherchait, Michel Guibal s'est rendu de lui-même à la gendarmerie du village où il les attend avec sa femme. Le couple, bien entendu, très étonné de voir la police arriver. Pourquoi? Que se passe-t-il? L'audition commence. Les policiers veulent d'abord éclaircir le mystère du sac orange. Monsieur Guibal nous dit « Ce sac m'a été volé quelques heures après que j'ai été récupérer mes vêtements chez Vette dans le véhicule de mon épouse sur le parking du magasin Casino de Montpellier. » Ce jour-là, dit-il, de retour à sa voiture, il s'aperçoit que le sac orange sur la banquette arrière a disparu, ainsi qu'une raclette à carreaux et une fiole de whisky qui a été volée dans la boîte à gants. Le vol remonterait à plus de 2 mois. On lui dit, mais vous n'avez pas vu de traces d'effraction? Est-ce que d'abord vous avez été déposé plainte à la police? Il dit non, je n'ai pas été déposé plainte à la police parce que c'est un petit vol et c'était sans importance pour moi. À un moment donné, on lui pose la question de savoir comment il se faisait que 2 mois après le vol, puisqu'il nous le situait vers le mois de décembre, on puisse retrouver ce sac quasiment intact dans un immeuble de Perpignan, où il n'avait pas mis les pieds depuis des années. Aucune réponse, il ne comprend pas. Dans l'après-midi, Michel Guibal est placé en garde à vue et emmené au commissariat de Perpignan. On relève ses empreintes et là, surprise, l'empreinte de son pouce gauche est la même que celle relevée sur la fiole de whisky. Madame Brault, l'empreinte sur la flasque de whisky est l'empreinte de Michel Guibal. Mais en même temps, c'est pas étonnant, puisqu'il reconnaît lui-même que cette bouteille est à lui et qu'il l'avait dans la boîte à gants de sa voiture, c'est ça? Et qu'on la lui a volée. Donc ça dit rien, quoi.
Ça ne dit rien, mais ça dit tout à la fois. Monsieur Guibal raconte qu'on lui a volé son sac, sa flasque de whisky et qu'on lui a volé sa combinaison de bleu. Comment imaginer que 3 semaines après, on découvre à Perpignan, sur les lieux d'un crime, on trouve son empreinte et sa seule empreinte. Parce que quand on est enquêteur et qu'on commence à avoir l'habitude des enquêtes de police, on sait qu'il est très difficile de relever une empreinte nette sur un objet. Donc vous imaginez bien qu'un objet qui est passé de main en main, on ne va pas retrouver l'empreinte qui a été déposée 3 semaines auparavant. Il y en aura d'autres. Il y en aura forcément d'autres où celle-là sera effacée, elle aura été en partie gommée, puisque votre doigt ou votre main va glisser sur cette flasque de whisky et effacer en partie l'empreinte qui y est. Alors, donc le fait qu'il n'y ait que son empreinte et qu'elle soit très lisible semble indiquer en fait qu'elle est récente, quoi. Tout à fait. Contrairement à ce qu'il dit. Tout à fait. En fin d'après-midi, l'interrogatoire reprend. Les enquêteurs soumettent à Michel Guibal cette histoire d'empreinte. Il est quand même décontenancé, il dit « je comprends pas, moi je maintiens que ce sac m'a été volé avec la fiole de whisky ». Il dit « écoutez, l'auteur s'est peut-être mis des gants ». Quand les enquêteurs en viennent au jour du meurtre, Michel Guibal en est certain. Le 18 mars à 18h30, il était sur un chantier à Montpellier, au CNEARC, une école d'ingénieurs dans laquelle il supervise le ménage, avec sa femme, tous les lundis, de 18h à 20h. Monsieur Guibal nous dit, nous avions avec nous 4 employés, alors il maintient, il est formel là-dessus, son épouse pareil, j'étais avec mon mari ce jour-là, donc il se donne un alibi, comme on dit vulgairement, en béton. Bon, bien entendu, on est obligé de vérifier. Vérifier, ce sera facile. Il suffit tout simplement d'interroger les 4 employés en question. Ces 4 femmes-là étaient certaines que Michel Guibal était avec elle. C'est vrai que là, on a eu un moment de, je dirais pas de découragement, mais on s'est dit, c'est peut-être pas encore la bonne piste. Guibal est présenté aux témoins du crime, qui ne le reconnaissent pas, malgré ses yeux bleus. On lui demande s'il connaît une Anne-Marie Roudil ou le docteur Gérard Roudil. Négatif. Et le docteur Roudil, d'ailleurs, ne connaît pas ce Michel Guibal. La seule piste ouverte par l'enquête est en train de se refermer lentement. Guibal a un alibi en béton et pas de mobile apparent. Les policiers ont l'intuition que ce Guibal n'est pas blanc-blanc. Mais comment le faire plonger? On discutait avec les collègues, et comme on faisait tous les soirs, et je lui dis, mais en fait, on n'a pas encore montré la photo de la victime. Alors je prends la photo, et je vais voir Guibal, qui était dans un autre bureau avec un collègue, et je lui montre la photo. Et là, je le vois, je le regarde, et là, je le sens qu'il réfléchit, mais d'une façon, il réfléchit. Et il regarde à nouveau la photo, et là, à ce moment-là, il me dit « Ah, mais c'est vrai, cette photo, ça me dit quelque chose, cette femme-là, moi, je la connais. C'est une fille que j'ai vue, mais il y a très longtemps, à Béziers. Et c'est une fille avec qui j'ai eu une relation qui n'a pas duré très longtemps. Mais c'est vrai que cette fille-là, je la connais. Je veux dire, j'étais complètement ébahi. Et je me dis, mais dans ma tête, je me dis, il est foutu. Michel Guibal a bien connu la victime il y a 17 ans, à l'époque où elle se faisait appeler non pas Anne-Marie Roudil, mais Annie Delcan. À l'époque, il travaillait à la coopérative du vin de Béziers. Ils se sont rencontrés dans un club de photographie. Ils ont flirté 3 ou 4 mois, mais n'ont jamais eu de rapport sexuel. Il ne l'a jamais revue et n'a jamais cherché à la revoir. N'empêche que le jour même, Guibal est déféré devant la juge, qui l'inculpe d'assassinat. Madame Brault, vous inculpez Michel Guibal pour l'assassinat d'Anne-Marie Roudil parce qu'on a retrouvé un sac plastique à son nom, contenant une bouteille avec son empreinte, mais il a un alibi et les témoins ne l'ont pas reconnu.
Est-ce que vous n'allez pas un peu vite à ce moment-là? Alors c'est vrai que le fait que les témoins n'aient pas identifié Michel Guibal lorsqu'il a été interpellé n'a pas rendu la tâche facile ni aux enquêteurs ni à moi. Seulement, il faut se rappeler que le sac plastique, il n'a pas été désigné par n'importe qui, il a été désigné par la victime elle-même. Que l'alibi que Michel Guibal donne lorsqu'il est interpellé par les enquêteurs, c'est un alibi qu'il va donner et que sa femme va donner en même temps que lui. Alors, si on se place dans la situation de quelqu'un qui n'a absolument rien à voir dans cette affaire, comment est-ce que lorsqu'on va vous interpeller au mois d'avril 1991, vous allez vous rappeler le 18 mars 1991, entre telle heure et telle heure, vous étiez là et qu'il y a tant de témoins qui peuvent en attester? Ça veut dire qu'entre le 18 mars 1991 et le mois d'avril 1991, vous avez déjà réfléchi à l'alibi que vous allez pouvoir donner ce jour-là. Il vous apparaît clairement qu'il a fabriqué un alibi avec sa femme. À ce moment-là, il ne m'apparaît pas vraiment clairement qu'il a fabriqué un alibi avec sa femme, mais qu'ils se sont mis d'accord pour une version des faits. Vous décidez d'interroger sa femme. Alors on décide de placer sa femme en garde à vue à ce moment-là, de faire des gardes à vue décalées pour des raisons stratégiques. Monsieur Guibal n'a pas avoué, il n'a pas parlé des faits. Donc on a envie que Madame Guibal, ne sachant pas ce qu'a dit Michel Guibal, puisse nous apporter d'autres éléments sur les faits. Et là, elle craque. Madame Guibal a vu Michel Guibal arriver en garde à vue, enfin arriver dans les locaux de la police, et elle s'est demandé si Michel Guibal lui n'avait pas parlé, et c'est là qu'elle a commencé à craquer. C'est-à-dire qu'au fond, au moment où elle commence à lâcher, elle pense que lui l'a fait avant elle, quoi. Certainement. Elle vous dit quoi? Elle nous explique que Michel Guibal, elle ne savait pas que le 18 mars, il était parti à Montpellier, qu'il est revenu ce soir-là de Montpellier en disant « j'ai brûlé cette saloperie ». Immédiatement, la juge d'instruction met sous le nez de Guibal les aveux de sa femme. Et là, il craque. Oui, c'est lui qui a brûlé Anne-Marie Roudil. 3 semaines après le drame, l'enquête est donc bouclée. Mais dans l'entourage de Michel Guibal, on a du mal à y croire. Je me suis dit, c'est pas possible, ils doivent se tromper, ça peut pas être lui. C'était quand même quelqu'un d'assez doux dans sa façon de parler, dans ses gestes. Donc il n'y avait rien de violent qui pouvait transpirer de cette personnalité-là. Pour moi, ça n'était pas possible. Michel Guibal est donc l'homme qui, 3 semaines plus tôt, a aspergé Anne-Marie Roudil d'essence avant de la transformer en torche vivante. Anne-Marie Roudil, qu'il avait connue 17 ans plus tôt et avec laquelle il aurait eu un flirt. Reste maintenant à comprendre pourquoi. Pourquoi il a tué cette jeune femme et pourquoi il a dit à sa femme le soir du crime « Je me suis vengé, j'ai brûlé cette saloperie ». Vengé. Mais vengé de quoi? La réponse se trouve dans la vie intime du couple Guibal. Michel Guibal, d'abord, né à Montpellier, en octobre 50. Le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents sont maraîchers. Il a été élevé par sa mère, très autoritaire, et sa sœur, qui avait 10 ans de plus que lui, autoritaire elle aussi. Au psychiatre qui l'interroge, il explique qu'il a toujours été un enfant renfermé, qui souffrait de sa timidité. Cette timidité nous explique qu'elle le gêne, y compris dans les petites classes, qu'elle va le gêner à la faculté où il ne va pas pouvoir avoir, où il n'aura pas une vie d'étudiante normale, puisqu'il a du mal à se faire des amis, I et IE. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à aller au-devant des autres, qui est peu sûr de lui, qui doute de ses capacités, qui doute de sa réussite. Après un échec à la faculté, il obtient un diplôme d'œnologie à l'ENSAM, l'école supérieure d'agronomie de Montpellier. En mai 75, il rencontre Anne-Marie Veneziano. Elle devient sa femme en 77 et 2 ans plus tard, naît un petit garçon. C'est elle qui le choisit. Et très rapidement, il est dépassé. Il est dépassé parce que lui perçoit, je ne dis pas que c'est la réalité, parce que lui, ce que lui perçoit comme les désirs et les besoins sexuels de cette personne. Comme paralysé par les appétits sexuels de sa femme, Michel Guibal commence à avoir des troubles de l'érection. Sa femme le pousse alors à consulter des médecins. Il subit même une opération chirurgicale à la clinique Saint-Jean, à Montpellier. C'est un échec. Michel Guibal voit des psychiatres, des homéopathes et même un acupuncteur
Mais rien n'y fait. Ces troubles deviennent une obsession. Et ce qui devait arriver arriva. Sa femme commence à le tromper. Elle a de gros besoins, elle. Alors elle prend un amant et ne s'en cache pas. Un soir, elle le présente même à son mari, lors d'un apéritif. Michel s'efface, il leur laisse le lit conjugal et va dormir ailleurs. Comme c'est un être faible, comme c'est un être un peu veule, et également velléitaire, il dit rien. Hein, il supporte la présence de ce tiers, il ne proteste pas, bon, apparemment. C'est quelqu'un qui gardait tout sur lui, il descendait au garage, il montait dans sa voiture et il pleurait. Ou il allait dehors. Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Au fil des années, Michel Guibal s'est replié sur lui-même. Il n'a pas de vrais amis, pas de confidents. Son seul ami est une relation professionnelle. C'est pas quelqu'un qui se confiait, ni même qui laissait apparaître quelque chose. Non, je n'ai jamais rien su de sa vie privée. Durant l'année 90, l'amant de sa femme est de plus en plus présent. Au point même que le 31 décembre, Anne-Marie Guibal prie son fils et son mari d'aller fêter le Nouvel An ailleurs. Elle veut passer la nuit avec son amant. Ce soir-là aussi, Michel Guibal doit s'éclipser. Avec une femme qui, apparemment, rabaisse son mari, lui qui l'accepte, on a l'impression d'un couple un peu sadomasochiste et d'un comportement réciproque que l'on peut difficilement comprendre. Elle se moque de lui. Elle va jusqu'à le battre, d'après ce qu'il dit, hein, elle le bat. Je pense qu'il a été un peu son jouet. Voilà le secret du couple, tel qu'Anne-Marie Guibal vient de le révéler aux policiers médusés. Je dis, mais enfin, comment pouvez-vous parler comme ça, crûment, de vos besoins sexuels, parler fort en plus, alors que votre mari est de l'autre côté et qu'il risque d'aller en prison pour bon nombre d'années. C'est invraisemblable. Et puis je suis parti, j'ai claqué la porte. Et mon collègue a repris l'audition. Je ne pouvais plus supporter. Mais la juge et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils apprennent que pour en finir avec les pannes sexuelles de Michel, le couple est même allé voir des voyantes. D'abord, une certaine Hélène, fleuriste à Montpellier et donc voyante à ses heures. Les Guibal lui ont apporté 5 ou 6 photos de femmes rencontrées par Michel. Et d'après eux, quand la voyante a pris la photo d'Anne-Marie Roudil, elle a été prise de tremblements. Elle aurait ensuite expliqué à Michel Guibal qu'il était envoûté, que cette femme, Anne-Marie Roudil, était la responsable de ses troubles sexuels et que les médecins ne pouvaient rien pour lui. La voyante Hélène leur aurait alors conseillé, pour conjurer le sort, de faire 7 fois le tour de 7 églises différentes avec du gros sel dans la main. Ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a rien changé. Ensuite, ils sont allés voir un magnétiseur qui, au bout de quelques séances, a eu un flash. Il leur a dit que Michel Guibal était envoûté par une jeune femme proche de Dieu et dont le mari avait une blouse blanche. Ce magnétiseur les a envoyés voir une amie, une certaine Nadia, voyante elle aussi, qui habite un petit village près d'Avignon. Laquelle Nadia aurait soumis le couple à la méthode du plomb fondu et bouillant qui est jeté dans une bassine d'eau et qui donne des formes, des éclats, qui sont autant de signes. Et Nadia, elle aussi, avait pointé du doigt une femme brune, méchante, qui aurait jeté un sort très puissant à Michel Guibal. Voilà ce qui aurait conduit Guibal au meurtre d'Anne-Marie Roudil. La presse, bien sûr, se délecte de cette révélation. Dès l'instant où on commence à entendre parler de voyants, alors là, on rentre dans un monde pas inconnu, mais on s'attend à tout. Mais vraiment à tout. C'est une histoire de fou, c'est encore un élément qui s'ajoute à cette histoire de fou, assez inédit. Un élément inédit, d'autant plus que la juge d'instruction prend tout au sérieux. Effectivement, la juge d'instruction convoque dans son bureau d'abord la voyante Hélène, puis Nadia, puis le magnétiseur.
Quand on vous raconte cette histoire de voyante, comment est-ce que vous réagissez, vous, en tant que juge, mais aussi en tant que femme, parce que c'est pas banal comme explication. On a vraiment l'impression que Michel Guibal, c'est quelqu'un qui essaie de nous apitoyer. Et on se dit que ce type, c'est un type malheureux. Et quand il va nous parler des voyantes, on se dit que peut-être qu'il était assez fragile pour se laisser manipuler par des personnes. Est-ce qu'elles n'ont pas poussé au crime, notamment C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Celle qui a désigné la voyante, la photo d'Anne-Marie Roudil, vous demandez si on ne peut pas l'impliquer dans cette affaire. Alors c'est pour ça que dans un premier temps, j'ai décidé de faire placer Hélène en garde à vue. Et là, qu'est-ce qu'elle vous dit, Hélène ? C'est avec les policiers qu'elle va s'expliquer. Elle va dire qu'en effet, Monsieur Guibal lui a parlé d'une femme qu'il aurait connue autrefois, mais en expliquant bien qu'elle lui a dit qu'il fallait tourner la page et qu'il fallait essayer de vivre. Alors on parle bien de vagues pratiques qui doivent se passer quasiment chez tous les gens qu'on puisse aller consulter. Mais ce que je retiens à ce moment-là, c'est que cette femme, on lui présente une photo. C'est pas elle qui est allée chercher la photo d'Anne-Marie Roudil pour dire c'est cette personne-là qui est responsable de ce qui vous arrive. C'est bien Michel Guibal et sa femme qui sont allés présenter la photo d'Anne-Marie Roudil à la voyante. Ce qui fait qu'à l'issue de ces gardes à vue, vous n'estimez pas nécessaire d'inculper ces voyantes pour complicité. Il n'y avait aucun élément qui permette d'inculper ces voyantes. Les voyantes poussent au crime, la juge ne veut pas se contenter de cette explication. Alors pendant toute l'année 91, elle continue dans son bureau à interroger Michel Guibal. On avait parfois l'impression que c'était Bouddha qui était dans le bureau du juge. Aucune manifestation extérieure. Il répondait calmement, après avoir réfléchi, il disait la vérité, toute la vérité, mais c'est quelqu'un, il n'y avait aucune émotion sur son visage. Michel Guibal explique à la juge qu'il a retrouvé Anne-Marie Roudil en téléphonant à sa mère à Béziers. C'était 1 an avant le meurtre. Marie Delcan, la mère de la victime, confirme. Au printemps 90, elle a bien reçu un coup de téléphone et elle a donné l'adresse de sa fille. Mais elle en est certaine, c'est une femme qui l'a appelée. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, Michel Guibal a commencé à espionner la famille Roudil. Il a vu ce couple Roudil avec ses enfants dans un parfait bonheur. Il n'a pas pu le supporter, ça. Il s'est dit, ce n'est pas normal quand même. C'est elle qui me fait souffrir. S'il est passé à l'acte, c'est qu'il le croyait. Sinon, bien sûr, il ne serait pas passé à l'acte. C'est elle qui m'a fait souffrir, donc il faut qu'elle paye, comme moi, qu'elle souffre. Michel Guibal explique alors que, devant cette situation injuste, il a commencé à échafauder le projet de se venger, de la punir. À un moment donné, je crois que Guibal rend les femmes responsables de son impuissance, responsables de cette blessure narcissique avec laquelle il est obligé de vivre, et il focalise sa vindicte, son agressivité, en fait, sur celle qui est peut-être perçue par lui comme la plus vulnérable. Est-ce que vous saviez, en tant qu'homme marié, que votre femme avait connu un jeune homme qui s'appelait Michel Guibal et qu'elle avait eu un flirt avec lui? Non, je ne le savais pas. On n'avait pas parlé de notre vie antérieure. D'ailleurs, je pense que, si je comprends bien, il l'a connue pendant 4 ou 5 mois et je pense qu'elle a dû vite l'oublier. Vous apprenez aussi que pendant quelque temps, il vous a suivi. Ah oui. Il nous a pistés à Perpignan pendant de nombreuses journées. Il a pris des photographies de notre bonheur au téléobjectif. Il y a eu des coups de fil vers ma belle-mère pour savoir où se trouvait mon épouse. Donc il y a une préméditation extraordinaire. Quand vous apprenez que derrière le meurtre de votre femme, il y a une histoire de voyante, de magnétiseur, il y a comme un décalage entre la gravité de ce qui a été commis et voilà. C'est ce le côté léger. Voilà. De notre côté, c'était l'horreur, c'était la souffrance énorme. Et de l'autre côté, c'était un minable problème d'impuissance.
La juge réalise que Guibal a prémédité son geste 1 an avant le meurtre. Quand elle le convoque à nouveau le 7 mai dans son bureau, en présence de son avocat, elle est loin de se douter qu'il va lui faire une nouvelle révélation. Il raconte l'histoire en disant « J'ai une propriété, un mas dans la région de Montpellier, et j'allais faire des essais, tout seul, sur un mannequin. » Et c'est comme ça que la juge l'a su. Mais la juge l'ignorait complètement, c'est lui qui l'a dit. La juge envoie alors les policiers sur place, dans une zone industrielle, à Fabrègues, à 10 km de Montpellier. Sur les indications de Guibal, ils n'ont pas de mal à retrouver le mas dont il a hérité de son père. C'est dans ce hangar, au milieu de ces 2 bâtiments, que Guibal s'est entraîné. On trouve des traces noires de brûlure, comme un incendie qui a eu lieu. Et on voit à 1,65 m, 1,70 m, un crochet métallique avec encore des résidus de tissu accrochés dessus, il y en avait encore par terre, et tout ça noirci bien entendu. On est plus qu'ébahis. C'est presque de l'horreur, je dirais. On dit c'est pas possible d'en arriver là, d'arriver à faire des essais pour être sûr de faire quelque chose de manière définitive, quoi. En novembre 91, la juge d'instruction organise à Fabrègues une reconstitution avec les avocats, les policiers et Guibal. La presse n'est pas conviée, mais la journaliste Corinne Saboureau a vendre l'opération. Alors, je suis levée assez tôt ce jour-là, et avec un photographe, on est allé repérer les lieux. On est arrivé dans le mas, et il y avait, par chance pour nous, il y avait une grue. Nous sommes montés dans la grue, et on s'est mis dans le panier de la grue, et on a assisté à la reconstitution en surplomb comme ça. On était très bien placés, on entendait, on voyait, on a pu travailler de manière quasi idéale. Et puis bon, la juge d'instruction nous a vus dans la grue, tout le monde nous a vus. Bon, ils ont eu un petit sourire, mais personne ne nous a délogés. Sur place, Guibal explique qu'il a d'abord jeté 1 demi-litre d'essence sur un bleu de travail qu'il a ensuite enflammé avec un briquet. Mais impressionné par la rapidité et la violence des flammes, il a saisi un extincteur pour éteindre le feu. Puis il a réessayé, avec des quantités d'essence moins importantes, projetées directement sur le mur. Guibal était un automate. Tout ce que le juge d'instruction voulait, il faisait. Mais on voyait qu'il ne refaisait pas des gestes inventés ou qu'il aurait pu lire. Non, non, il refaisait les gestes qu'il avait déjà faits. J'étais effrayée dans ma grue là-haut. 3 semaines après les derniers essais, Michel Guibal tue Anne-Marie Roudil. On a le sentiment, mais le sentiment très fort, que l'on est en présence d'un crime scientifiquement préparé, méticuleusement préparé, minutieusement préparé, comme on n'en a jamais vu avant. On peut peut-être le voir également comme une espèce de brouillon. On a l'impression que cet homme a essayé de programmer, de rendre possible son acte par tout un tas d'interventions, hein, comme s'il se rendait compte de l'aspect affreux de ce qu'il allait faire, hein, et qu'il essayait d'en atténuer l'impact sur lui-même pour justement pouvoir passer à l'acte, hein, par cette préparation. Hein, c'est un peu moi comme ça que je l'ai vu. Madame Brault, vous décidez d'organiser une reconstitution à Fabrègues sur les lieux de quoi? De ce qu'on pourrait appeler la préméditation, c'est ça? Du crime? Quand on pense à ce qu'on voit à Fabrègues, mais c'est absolument inimaginable. On retrouve des crochets sur les murs à hauteur de tête d'homme, à plusieurs endroits. Et au niveau de ces crochets, on trouve les restes de flammes, parce qu'à tous ces endroits, il a balancé une certaine quantité d'essence pour voir quel serait le résultat d'une quantité d'essence qu'on balancerait à tel et tel endroit. Donc il a fait du dosage, en quelque sorte. C'est ce qui ressort de il a fait du cette reconstitution. Et, dans son cas, c'est assez particulier, parce que Michel Guibal, c'est quelqu'un qui a fait des études de chimie.
Donc il sait très bien les résultats de ce qu'il décide. Il faut savoir que les déclarations de Michel Guibal en ce qui concerne les faits ont quand même été très fluctuantes. Dans un premier temps, il a dit « je voulais la marquer au visage ». Et puis, il dit « j'étais très déçu parce que j'ai entendu, lorsque je descendais l'escalier, qu'il y avait des gens qui se portaient à son secours et qui allaient l'éteindre. Donc je n'aurais peut-être pas le résultat escompté. » Quand on entend ce qu'il dit à sa femme, il dit « j'ai brûlé cette saloperie ». Et quand on entend dans d'autres déclarations, il dit « j'espérais lui faire plus que ce qu'elle aurait eu si on n'avait pas pu éteindre les flamèches ». Et après, il s'étonne qu'elle soit décédée. On a maintenant une idée très précise du drame qui s'est noué le 18 mars 91. On sait pourquoi et comment une mère de famille sans histoire, rayonnante de bonheur, est morte, dévorée par le feu, sur le palier de son appartement, sous le regard de ses enfants. La veille, le 17 mars 91, Michel Guibal raconte qu'il s'est disputé avec sa femme. Pendant le dîner, elle lui aurait dit « c'est fini, je te quitte pour mon amant ». Le 18 mars, il part de chez lui de bonne heure. Arrivé à Perpignan, il va tout droit chez les Roudil, rue du Castillet. Mais surprise, ils ont déménagé. Il est sur le point de renoncer quand une voisine lui donne leur nouvelle adresse. Ça n'est pas loin, 3 cours Palmerolles, à quelques rues. Il repère l'immeuble, aperçoit Anne-Marie Roudil sur son balcon, au 3e étage. Il passe la journée à attendre dans un jardin public. À 18h30, il va renoncer à son terrible projet quand il la voit sortir avec son chien. Pour comprendre la suite, Daniel Brault organise une reconstitution sur les lieux du crime. Tous les témoins sont là, les avocats en plus, autour du magistrat instructeur Daniel Brault. Du hall d'entrée à l'étage, Guibal, revêtu d'une salopette bleue, d'un pull à col roulé comme ce jour-là, refait les mêmes gestes, tel un automate. Après avoir vu Madame Roudil sortir avec son chien, lui rentre dans l'immeuble et guette son retour avec, dit-il, moins d'un quart de litre d'essence dans un pot de peinture. Quand elle revient des courses et qu'elle appelle l'ascenseur, lui enfonce sa casquette, remonte son col roulé et monte 4 à 4 l'escalier jusqu'au 3e étage. Et là, au moment où l'ascenseur s'ouvre, il jette l'essence au visage d'Anne-Marie Roudil et l'enflamme avec un briquet. Guibal ajoute qu'il a vu les enfants voler au secours de leur mère. Immédiatement après les faits, quand il est sur place, lui, les enfants Roudil le voient, il est dans l'escalier, il regarde la scène, non seulement il n'intervient pas, mais le petit Roudil explique « je l'ai vu, il avait un regard méchant ». Donc, il voulait la tuer. Au cours de la reconstitution, Aline, le principal témoin, celle qui a croisé Guibal qui quittait les lieux du crime, Guibal avec lequel elle a parlé à travers la porte vitrée, Aline confirme qu'alors qu'on entendait les hurlements de la victime à l'étage, lui était tout à fait calme, totalement maître de lui. J'avais quelqu'un en face de moi d'un calme olympien. Vous imaginez que c'est lui qui essayait de me guider pour ouvrir cette porte. Alors que moi, j'entendais les cris, et donc, si vous voulez, j'étais quand même un peu, en même temps, déstabilisée par rapport à ces cris. Mais comme j'avais en face de moi quelqu'un de très calme, je n'ai jamais imaginé qu'il y avait un drame qui se passait. Après cette reconstitution, pour la juge, la préméditation du crime ne fait aucun doute. Mais Guibal, lui, continue de dire qu'il voulait seulement blesser Anne-Marie Roudil, pas la tuer. C'est pour ça, dit-il, qu'il n'a utilisé qu'un quart de litre d'essence. Un rapport d'expertise va prouver qu'il ment. Alors Dominique Rizet, que dit exactement ce rapport d'expertise qui s'est intéressé aux conditions de l'immolation d'Anne-Marie Roudil? Il est basé sur les observations des 2 experts qui se sont rendus sur place, là où avait été immolé le corps de Madame Roudil. Nous examinons le fond de la cage d'ascenseur. Une partie du liquide inflammable qui a, à l'évidence, été utilisé, s'est infiltré entre les parois du fond et le plancher de l'ascenseur.
Le liquide a bien été projeté à l'intérieur de l'ascenseur en une quantité relativement importante, ne pouvant être inférieure à 400 ou 500 millilitres. Un demi-litre. L'expertise permet de déterminer qu'on a un demi-litre d'un produit inflammable et que ce produit inflammable, c'est de l'essence. En fin d'instruction, est-ce que vous pensez que Mme Guibal a pu jouer un rôle dans la décision de son mari d'immoler Mme Roudil? La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le 18 mars au matin, Mme Guibal sait que Guibal est parti tuer Mme Roudil? Ça, je ne pourrai jamais vous le dire, car je ne le saurai jamais. Est-ce que c'est elle qui a donné les coups de fil? Est-ce qu'elle a remonté son mari? Je ne le saurai jamais non plus. Je ne le saurai jamais non plus. Mais il faut savoir que Michel Guibal est quand même s'est montré très manipulateur pendant toute cette instruction. Il a une voix qui n'est pas une voix tellement forte. Il a très bien pu se faire passer pour une femme auprès de la mère de Madame Roudil. Et comme vous ne pouvez pas répondre à la question, vous ne pouvez pas l'inculper? Je ne pourrais pas l'inculper. Je ne pourrais pas l'inculper parce qu'il n'y a pas d'éléments suffisants dans ce dossier qui permettent d'inculper Anne-Marie Guibal. Après, le problème de la responsabilité d'Anne-Marie Guibal, c'est son problème personnel. Hein. Elle demande à vous rencontrer, Anne-Marie Guibal. Ce qu'elle veut faire passer dans mon cabinet, à ce moment-là, c'est que si Michel Guibal a commis les faits, c'est parce qu'elle lui a fait subir un véritable martyre, à savoir qu'elle le tabasse, qu'il est couvert de bleus, qu'il est obligé d'être maquillé pour aller travailler, qu'il a des bleus sur les bras, qu'il faut qu'il se couvre les bras, et que la résultante de ça, ce serait la mort de Madame Roudil. Or, elle sait très bien, lorsqu'elle vient me dire cela, qu'elle n'encourt aucun risque pénal. Et le personnage, l'autre facette de Madame Guibal, c'est que Madame Guibal, qui vient là, en quelque sorte, pour être plainte et pour attendre que je lui donne une espèce d'absolution qu'on n'est jamais apte à donner dans un cabinet d'instruction parce qu'on n'est pas des curés et qu'on n'est pas là pour ça. Madame Guibal, on la découvre aussi à travers les lettres qu'elle envoie à son mari. Et elle raconte qu'elle a acheté un nouveau 4x4 dont la couleur est assortie à celle de ses cheveux. Bien, je vous assure que rien que ça vous décrit un personnage. Il n'y a jamais eu un mot de souffrance pour les enfants. Donc vous clôturez votre instruction et Michel Guibal part seul devant la cour d'assises pour assassinat, acte de torture et acte de barbarie, et sa femme n'est pas inquiétée. Pas du tout. Ce qui m'apparaît aussi important, c'est que lorsque Michel Guibal tue Anne-Marie Roudil, il ne tue pas un fantôme. Il tue quelqu'un qu'il a vu jour après jour, dont il a vu les enfants, quelqu'un qu'il a vu vivre, quelqu'un dont il décrit une personne heureuse avec son mari. Comment est-ce qu'à un moment quelconque, il aurait pu imaginer que cette femme ait pu vouloir lui faire du mal? Le procès s'ouvre le 26 octobre 1994. Il doit durer 3 jours. La salle est comble. Jean-Philippe Roudil a maintenant 15 ans. Le crime s'est passé sous ses yeux. Il a voulu être là. Cet adolescent fragile sait que pendant 3 jours, il devra faire face à l'assassin de sa mère. C'était un devoir vis-à-vis de ma mère. Et j'estimais que si mon témoignage pouvait aider la justice à prendre la mesure de l'horreur que ça a été, ma place était au procès. La famille d'Anne-Marie a obtenu du président d'être installé juste en face de l'accusé et non pas au premier rang du public, comme d'habitude. Le père et le fils veulent affronter Guibal droit dans les yeux. Quand Guibal rentre dans le box, le docteur Roudil et son fils le regardent en face. Ils ne baisseront jamais les yeux, ils considèrent qu'ils n'ont pas à le faire, et ils voient face à eux un homme qui n'éprouve ou ne manifeste aucun sentiment particulier. Dans la salle, on retient son souffle. Tout le monde veut savoir qui est ce Guibal. Il y avait tous ces fantasmes derrière ce crime, toute cette fantasmagorie presque médiévale, oui, de sorcières, de feu. Et puis on va y arriver vraiment un petit bonhomme qui n'avait rien de particulier, tout lisse. Quelqu'un d'extraordinairement falot et qui est resté sur ce registre vraiment jusqu'au bout.
Dans l'après-midi, Jean-Philippe est appelé à la barre. Il raconte, du haut de ses 15 ans, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. C'est un moment très fort. Il était droit, il faisait face, il faisait front, il expliquait, il savait ce qu'il voulait. On imagine ce que cet enfant a pu souffrir, ce qu'il va garder dans ses yeux, lui, toute sa vie, ce qui va le marquer. Et l'auditoire est effondré, on n'entend rien dans la salle, personne ne dit un mot. Guibal, lui, il est là, comme s'il n'y était pas. Il n'a ni honte, ni regret, ni remords, rien du tout. Le lendemain, c'est au tour des voyants et du magnétiseur de témoigner. Tous les trois se succèdent à la barre. D'abord Hélène, puis le magnétiseur, puis Nadia. Tout d'un coup, on se trouvait face à 3 personnages de grand guignol, oui. Le public riait, mais souvent dans les procès d'assises, la tension est tellement forte qu'il y a des explosions de rire, mais là vraiment, on riait. Michel Guibal manipulé par des médiums machiavéliques. La ligne de défense devient ridicule et invraisemblable, d'autant que les experts psychiatres appelés à la barre donnent le coup de grâce. On ne veut pas dire, si vous voulez, que, comme un délirant, par exemple, comme un malade mental, il se soit senti vraiment envoûté et qu'il n'ait pas eu d'autres alternatives que de passer à l'acte. Je crois qu'il s'est servi de ça pour pouvoir passer à l'acte, à la limite pour s'excuser en disant « c'est pas tout à fait ma faute, elles m'ont poussé ». Le côté j'ai été envoûté et j'ai voulu me désenvoûter, ce côté-là a complètement disparu au profit d'une autre explication qui était j'ai puni. J'ai souffert, il fallait que je me venge, il fallait que je punisse. Et donc le vrai tournant, pour moi, il était là. Au procès, Michel Guibal se présente comme une victime. Tout a commencé, dit-il, le jour de sa rupture avec Anne-Marie. Il dit et répète souvent, je lui avais envoyé une lettre de rupture, elle n'a même pas répondu. Je lui avais envoyé une lettre de rupture, elle n'a même pas essayé de reprendre contact avec moi ensuite. Ça, pour lui, c'était inimaginable, c'était monstrueux. Tout était, pour lui, soi-disant, tout est parti de cette absence de réponse. C'est pas rien quand même de se rappeler combien d'années après qu'une personne n'a pas répondu à votre lettre de rupture. Dans la salle, on est perplexe. Les psychiatres avancent une explication. Peut-être qu'il a fantasmé, imaginé la femme idéale, douce, gentille, et comme peut-être celle avec laquelle ça aurait pu marcher. Et puis je pense qu'il peut y avoir à un moment donné un basculement. Elle devient son inverse. Elle devient la personne à détruire sur laquelle à ce moment-là il polarise, il focalise toute son agressivité contre les femmes qui l'ont rendu malheureux et qui l'ont jamais satisfait, et qui se sont moqués de lui et qui l'ont abaissé et qui empêchent qu'il ait de lui une image narcissique à peu près satisfaisante. Dans son box, l'accusé se défend mal. C'est alors que sa femme, Anne-Marie Guibal, tente le tout pour le tout. Anne-Marie Guibal a passé un bon moment à essayer de raconter comment elle le frappait très régulièrement et comment lui, le pauvre, il se camouflait les bleus avec du fond de teint pour aller travailler et qu'en fait, donc elle ne travaillait pas, que c'était lui qui s'occupait de tout, qui s'était réfugié dans le travail et qu'elle le rendait extrêmement malheureux. On a le sentiment qu'elle vient au secours de quelqu'un qu'elle veut aider, mais avec des arguments qui ne convainquent personne. Anne-Marie Guibal ne convainc pas non plus l'avocat général. Il requiert contre l'accusé la perpétuité assortie d'une peine incompressible de 22 ans. La parole est maintenant aux avocats de la défense. On a essayé de démontrer que Guibal ne voulait pas tuer, ce que je crois encore, il ne voulait pas tuer, qu'il voulait faire souffrir, et que ça a été par un jeu de circonstances extérieures à sa propre volonté qu'elle est morte, que cette Madame Rodil est morte, et surtout de démontrer que vraiment la récidive était impossible pour lui. Le président annonce le verdict, perpétuité, mais sans peine de sûreté.
c'est la surprise générale. Le président a dit, Michel Guibal est condamné à la réclusion à perpétuité. Je me souviens d'attendre avec une peine compressible de... Et c'est pas venu. Plus rien. Emmener l'accusé. Lorsqu'on a appris que la peine de sûreté n'avait pas été appliquée, ça a été de dire ouf. C'est fini, ouf. Nous, on vit avec cette souffrance tous les jours, qu'on n'arrivera jamais à s'en remettre. Et je lui demande un petit peu de réaliser ça et se demander comment lui, il arrive à vivre encore après ce qu'il a fait. Depuis 2006, Michel Guibal peut demander une libération conditionnelle sans être évidemment certain de l'obtenir. Alors vous connaissez la loi, pour une perpétuité sans peine de sûreté, le condamné peut déposer une demande de libération conditionnelle au bout de 15 ans de prison. Vous redoutez sa sortie? Je redoute sa sortie. J'espère qu'il ne sera pas admis à la libération conditionnelle parce que, je le dis, monsieur le procureur l'a dit, c'est un colossal danger social. Il l'a montré, nous avons vu tout ce qu'il a pu faire dans sa préméditation, l'acte d'horreur, et surtout, il parle de vengeance tout le temps. Il parle de vengeance vis-à-vis de mon épouse, qui n'avait rien fait. Alors, il aura passé plus de 15 ans en prison. Mais vers qui va-t-il, disons, avoir un esprit de vengeance? Vers nous, ou même vers d'autres personnes? Guibal a accepté le verdict avec ces mots. Je ressens de la honte d'avoir donné tant de malheur. Je ne suis plus l'homme qui a effectué cet acte. Je ne pardonnerai jamais à l'homme que j'étais ce jour-là.